Alors, il est 12h30, nous allons commencer notre webinaire. Donc, je vous remercie à toutes et à toutes d'être présentes aujourd'hui pour ce nouveau webinaire organisé par le GNCRA dans le cadre de la formation des proches aidants. Nous sommes ravis aujourd'hui de vous retrouver sur la thématique de l'accompagnement des fratries adultes de personnes TSA, accompagnement, mesures de protection et soutien. Ce webinaire a été organisé en étroite collaboration avec le CRA Nord-Pas-de-Calais, notamment, représenté par Adrien Lefebvre, que je remercie pour sa présence aujourd'hui. Nous avons également construit ce webinaire avec Stéphanie Gruet-Masson, créatrice du podcast Tous pareils ou presque, présente aujourd'hui avec nous, Céline Dumais, psychologue, et Mathieu Lepage, qui nous témoignera de son expérience au cours de ce webinaire. Nous aurons un premier temps de présentation de différentes parties durant cette heure, puis nous pourrons répondre à vos questions sur le dernier quart d'heure du webinaire. Alors malheureusement, nous ne pourrons pas répondre à des situations individuelles, mais n'hésitez pas à contacter les CRA de votre territoire ou à nous contacter directement et nous tâcherons de répondre au mieux à vos questions diverses. Donc, nous allons commencer par une partie relative au processus dynamique par Adrien Lefebvre, puis l'accompagnement des fratries adultes de personnes TSA, organisé par Céline, Stéphanie et Mathieu, et enfin les mesures de protection par Adrien. Le webinaire sera disponible en replay et nous vous indiquerons en fin de webinaire de quelle façon vous pourrez y accéder. Je vous souhaite une très bonne présentation et je laisse la parole à Adrien. Merci Nathalie. Bienvenue à toutes et tous. Je suis ravi de vous accueillir pour ce webinaire où nous allons aborder un sujet d'une grande importance et d'une grande complexité parfois, les défis rencontrés par les fratries. J'essaie de lancer le PowerPoint, mais évidemment, ça ne fonctionne pas. Oui, merci beaucoup. Imaginons une famille avec un enfant où l'inquiétude va naître sur une trajectoire développementale atypique. Il va y avoir des premières inquiétudes, des premières questions sur ce développement et va démarrer un parcours qui va être semblable à un labyrinthe, commençant par différentes démarches, les démarches diagnostiques, le suivi des défis liés à la scolarité, aux soins, à l'éducation globale, ou encore au questionnement, tout simplement sur l'avenir de son enfant. Ce sont évidemment des questions que se posent beaucoup de parents, mais elles prennent une dimension singulière quand l'enfant a des particularités en raison de ce handicap. Dans ce chemin semé d'embûches, je veux bien la slide suivante. Merci beaucoup. Donc dans ce chemin, la vie familiale continue avec son lot d'émotions, de l'anxiété, de l'inquiétude, du soulagement. Il y a évidemment des bonnes nouvelles dans les parcours, de la frustration. On ne peut pas toujours obtenir tout ce qu'on veut quand on le veut. Et puis évidemment aussi de l'espoir. Il y a de belles réussites dans les parcours et bien heureusement. Cependant, avoir un enfant en situation de handicap va affecter toute la dynamique familiale. Et là, c'est la slide suivante. C'est toujours comme ça fonctionne aux répétitions et puis ça ne fonctionne plus le jour J. Donc le système familial va évidemment être impactant la relation du couple, impactant aussi le travail, la santé parfois mentale ou physique aussi des proches. Et puis évidemment, ça a un impact aussi important sur les relations sociales. Toutefois, il est crucial de ne pas oublier les frères et sœurs qui vivent aussi ces réalités et dont les besoins et sentiments sont parfois moins visibles. Le but du webinaire, et je suis une nouvelle fois, je le répète, heureux de participer aujourd'hui, nous permettra d'aborder la complexité de grandir avec un frère ou une sœur autiste, non seulement pendant l'enfance, mais aussi également à l'âge adulte, soulignant les défis et les réflexions sur le soutien familial. En comprenant mieux ces dynamiques, nous pouvons chercher des moyens plus efficaces de soutenir chaque membre de la famille. Et je te relaisse la main, Stéphanie. Merci beaucoup, Adrien. Merci. Alors, effectivement, le sujet des frères et sœurs de personnes autistes, c'est un sujet qui est très présent dans le podcast Tous pareils ou presque.
D'abord parce que moi-même, je suis parent de 2 enfants, dont une ado autiste et donc son petit frère. Et puis aussi parce que j'ai souvent eu l'impression que le sujet des frères et sœurs, c'est un peu les oubliés parfois de tout ce qui concerne l'accompagnement, la prise en charge de l'autisme. On a parfois l'impression qu'ils sont dans un angle mort et encore plus les frères et sœurs adultes. Donc, je suis ravie de participer à ce podcast et l'idée, c'est à ce webinaire, pardon. L'idée, c'est de partager avec vous tous les échanges que j'ai pu avoir avec des frères et sœurs durant l'élaboration de ces épisodes et puis de le remettre en perspective avec la pratique de Céline, psychologue, et aussi avec le parcours et le vécu de Mathieu. Alors, quand on parle de... ah, ouais, si. Ah, est-ce que tu peux... Oui, non, pardon. Voilà. Quand on parle de ce vécu de frères et sœurs adultes, on est quand même obligé de refaire un petit détour par l'enfance parce que on se rend compte à quel point la façon dont on a vécu cette situation enfant va influer le vécu ensuite en tant qu'adulte. Il n'y a pas une seule situation, il n'y a pas une situation semblable à une autre dans le parcours de ces frères et sœurs. On se rend compte qu'il y a plein de paramètres qui vont influencer la façon de vivre cette situation. Alors, par exemple, le nombre de frères et sœurs, évidemment, c'est pas la même chose quand on est le seul frère ou sœur de l'enfant ou jeune de la personne autiste. La place dans la fratrie, là aussi, ce qu'on entend, c'est que c'est pas tout à fait la même chose quand on est euh, l'aîné et qu'on voit l'autisme, le handicap tout d'un coup débouler dans la famille et qu'on vit vraiment en temps réel l'arrivée du handicap et quand on est, ou alors quand on est le cadet et que finalement on arrive dans une famille où l'autisme est déjà là. Évidemment, la présence de troubles du comportement, le niveau de sévérité de l'autisme va aussi impacter le vécu de ses frères et sœurs. On entend aussi, quand on échange avec tous ses frères et sœurs, qu'il y a des sentiments, des émotions qui sont très mélangées. Parfois, il y a des dominantes. Alors, certains vont être plus dans une posture et une émotion de colère, de révolte vis-à-vis de ce qu'ils considèrent comme une injustice, et qu'il est, hein, objectivement. Certains vont ressentir une grande culpabilité parce que eux vont bien, parce qu'ils peuvent faire plein de choses, partir en vacances, aller à l'école normale, entre guillemets, et leurs frères ou leurs sœurs ne le peuvent pas. Euh, D'autres vont encore être dans une posture vraiment de surprotection, de surresponsabilisation. On voit aussi qu'il y en a qui sont en recherche très forte d'interaction sociale, alors que d'autres vont au contraire plus être dans la mise à distance. Alors, évidemment, c'est pas figé, donc toutes ces émotions, toutes ces postures, elles peuvent varier au sein de la même, enfin, pour la même personne, pour le même enfant, et on peut passer de l'un à l'autre, osciller entre ces émotions selon les périodes. Il y a un facteur, une chose qui m'a été souvent répétée par les frères et sœurs que j'ai rencontrés, c'est l'importance de la vie, entre guillemets, sociale de ces frères et sœurs. Alors, quand je dis vie sociale, c'est le fait d'avoir notamment des passions, des loisirs, des choses, finalement, des espaces dans lesquels ils peuvent se réaliser pleinement et être, pour le coup, juste un enfant ou un ado, sans être le frère ou la sœur d'eux. Je me rappelle vraiment d'une jeune femme qui m'avait dit à quel point l'équitation lui avait presque sauvé la vie, en tout cas, lui avait permis d'avoir cet équilibre et ce sas de décompression qui était très important pour elle. Alors, Céline, Jimmy, tu animes des groupes de fratrie, donc je pense que tu as aussi un regard là-dessus. Oui, avec ma collègue éducatrice, on m'entend pas? Stéphanie, c'est ce que tu me dis? Si, c'est bon. On ne t'entend pas, Céline. Mathieu me dit qu'il m'entend et mon micro est bien il y a un petit problème de son. Moi, j'entends Céline en tout cas. Alors là, je ne sais pas quoi faire. Ça y est, tout va bien. C'est bon? D'accord, ok. Oui, donc en effet, donc avec ma collègue Julie Collet, qui est éducatrice, on a monté des groupes fratrie pour les enfants qui ont un frère ou une sœur avec un TSA, parce que on a beaucoup accompagné donc les familles avec un enfant avec un TSA, et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les frères et sœurs
soit avaient envie de rejoindre nos séances, d'être avec nous, ou parfois pouvaient évoquer certaines difficultés qu'ils pouvaient rencontrer dans leur quotidien. Et on avait envie de leur dédier un espace spécialement pour eux. Pas un espace dans lequel on leur apprend à jouer avec leurs frères ou sœurs avec un TSA ou pour mieux comprendre l'autisme, mais vraiment un espace pour eux et un espace dans lequel ils peuvent s'exprimer. Et en fait, c'est ce qu'on a mis en place où on a abordé différents thèmes. Donc, on aborde le handicap sur la première séance et puis après, on aborde les émotions, l'estime de soi, la connaissance de soi. Et c'est autant de thématiques qui me semblent importantes, tant à pouvoir euh, transmettre et permettre d'apprendre aux enfants quand ils sont jeunes, mais quand les personnes sont adultes aussi. Et pour revenir sur ce que tu disais, Stéphanie, sur la slide d'avant, là, sur la question, pour moi, c'est la question de la place, justement, dans la fratrie, dans la famille. Il y a la question de, justement, de la responsabilité aussi qui est donnée par les parents ou qui est vécue ou prise par la personne, par le frère ou la sœur. Et pour moi, il y a une grande question, c'est la question de l'autorisation. S'autoriser justement à pouvoir prendre sa place dans la fratrie, à pouvoir exprimer ses ressentis quand on ressent de la colère, de la culpabilité. C'est des sentiments qui sont pas forcément euh, agréables à vivre parce qu'on les considère souvent comme des émotions négatives alors qu'elles ne le sont pas, mais elles sont là et, euh, et de s'autoriser aussi à vivre la vie souhaitée. Tu disais en lien avec la vie sociale, justement, d'avoir un espace pour soi et à soi. Voilà, donc c'est ce qu'on a voulu euh, permettre de donner aux enfants dans ces groupes fratries. Ou par exemple sur les émotions, ben, on va leur permettre d'apprendre ce que c'est qu'une émotion, comment ça fonctionne, quel est le message d'une émotion. Par exemple, quand on ressent de la colère, ben, ça peut être parce que euh, on a une atteinte à notre intégrité ou un besoin qui a été non assouvi, ou par exemple des limites qui ont été dépassées. Donc là, leur fait de dire que c'est normal de ressentir de la colère et de pouvoir exprimer que, par exemple, je pense à un jeune garçon qui était en colère parce que son frère avait cassé la télé, bah, ça lui empêchait d'avoir un espace pour lui où il pouvait prendre du temps pour lui. Un autre frère qui pouvait dire qu'il en avait marre que sa sœur dorme avec lui, enfin, il lui prenait sa chambre. En fait, ils avaient inversé les chambres. Autant de j'allais dire de petites choses, en fait, des choses du quotidien, mais qui sont pas si petites que ça et qui, au fur et à mesure, font que bah, pour certaines frères et sœurs, bah, c'est pas évident à vivre. Donc, c'est un espace pour pouvoir s'autoriser à dire quand ça va pas, et bah, apprendre à communiquer. Donc, on a les émotions, la communication, apprendre à communiquer avec son frère, avec ses parents, pouvoir exprimer son ressenti, pouvoir renforcer l'estime de soi aussi, et puis bah, avoir une meilleure connaissance de soi, parce que quand on se connaît bien, en tout cas, ça c'est notre point de vue, mon point de vue, ça permet bah, de faire face aux défis qu'on rencontre dans le quotidien, dans son quotidien et dans son quotidien avec un frère ou une sœur avec un TSA. Je te repasse la parole, Ouais. Stéphanie. Alors, il y a des situations donc qui sont très variables d'une famille à une autre et d'un frère, d'une sœur à une autre. Il y a un point qu'on retrouve chez un très grand nombre de ses frères et sœurs, et pour le coup qui se prolonge souvent à l'âge adulte, c'est la propension à s'adapter. C'est-à-dire qu'on voit que dès l'enfance, c'est des personnes euh, qui ont tendance à s'adapter et à se suradapter à la situation qu'ils vivent pour ne pas poser de problème, ne pas faire de vagues et se faire tout petit dans une famille où il y a déjà, selon ce qu'ils perçoivent, suffisamment de problèmes. Euh, vraiment, je dirais pas tout, enfin, je sais pas si on peut dire tous, mais un très grand nombre de ces frères et sœurs avec qui j'ai pu échanger expriment le fait que ils ont vu leurs parents dans des situations quand même très difficiles, soit des situations parfois d'épuisement, d'angoisse face à tous les défis qui se présentent, des situations parfois d'errance médicale pour trouver un diagnostic ou pour trouver des solutions pour ce frère ou cette sœur autiste. Donc, ils observent la difficulté dans laquelle se trouvent leurs parents et vraiment les mots qu'ils disent c'est non, on va pas en rajouter quoi. Moi, je me souviens d'une jeune femme qui me disait mais euh, moi finalement c'était pas moi qui souffrais, je voyais que c'était ma mère qui s'occupait, qui avait tout à faire et qui prenait tout en charge, donc j'allais pas en plus
lui dire que ben moi ça allait pas ou que j'aurais bien aimé passer plus de temps avec elle. Donc ce côté suradaptation et la mise en retrait et l'oubli de leurs propres besoins, de leurs propres émotions, c'est quelque chose qui est déjà qui s'installe pendant l'enfance et qui souvent va va perdurer à l'âge adulte. On va en parler dans un instant, puis Mathieu aussi reviendra sur ces aspects. Donc il y a un moment le besoin de se donner l'autorisation de trouver un espace de répit. Et là aussi, Céline, je crois que c'est des choses que tu as pu entendre. Oui, c'est ce qu'on a pu entendre. Ben, alors, pas chez les enfants, ils n'expriment pas dans cette manière, dans cette vocabulaire-là, dire qu'ils ont besoin d'un espace de répit, mais en tout cas, on sent qu'ils peuvent avoir besoin parfois d'avoir des espaces vraiment pour eux, en fait, et d'avoir des temps à eux. Et ça me semble aussi essentiel en tant qu'adulte, d'avoir des espaces de répit, des temps pour soi, où, où on peut prendre le temps d'avoir du recul sur sa vie, sur la vie partagée en famille. Oui. Alors, tout ça, ça a un impact sur sa construction en tant qu'adulte. On voit avec ce côté la slide d'abord. Sur voilà, sur cette suradaptation, elle entraîne dans la façon de se construire une plus grande difficulté à se connecter à ses besoins et à ses envies. Je me rappelle d'une discussion que j'avais eue avec une jeune femme, Alexandra, que j'ai interviewée pour un épisode dans le podcast et qui me disait, mais j'ai mis du temps à me rendre compte de ma valeur. J'ai mis du temps à me rendre compte que j'avais le droit de dire non, que j'avais le droit de dire que ça n'allait pas. J'étais vraiment programmée pour être gentille, ne pas en rajouter. Et en fait, je me sentais de toute façon moins importante que mon frère, donc je ne m'autorisais pas à, à exprimer et à exprimer mes besoins et mes envies. Donc ça, c'est vraiment un point de vigilance et on y reviendra donc encore une fois avec Mathieu, mais quand on accompagne des personnes, des frères et des sœurs de personnes autistes, je pense que c'est un point de vigilance important à avoir, c'est savoir qu'ils ont cette difficulté à se reconnecter à leurs besoins et parfois donc à exprimer leurs émotions. Et il faut pas toujours enfin, il faut faire attention peut-être de ne pas s'arrêter aux seules apparences de bon, il a l'air d'aller bien, il dit rien, enfin en tout cas, il demande rien, donc c'est bon quoi. Alors, on a parfois des mouvements de balancier, c'est-à-dire que, par exemple, cette jeune femme, Alexandra, qui a vécu ça avec le fait pendant plusieurs années, pendant son enfance, son adolescence et même en étant jeune adulte, de ne pas arriver vraiment à s'affirmer. À un moment, quand elle a pris conscience de ça et qu'elle a retravaillé pour essayer de reprendre un petit peu le contrôle de sa vie, le mouvement de balancier, il a été un peu à l'opposé, c'est-à-dire que elle a affirmé une volonté de ne plus jamais passer après. Et il y a parfois des phases, justement, pendant lesquelles ses frères ou sœurs, ils sont dans ce côté un petit peu affirmation, révolte, et là, on peut les voir comme étant, justement, entre guillemets, enfin, égoïstes, parce que ils n'ont plus du tout envie de passer après l'autre, et ça peut surprendre la famille, l'entourage qui n'était pas habitué à ce type de comportement. Donc voilà pour les difficultés, les points de fragilité qui existent, et il y en a d'autres, hein, mais en tout cas c'est les principales que j'ai pu entendre et qui vont aussi euh, impacter l'accompagnement qu'on peut leur proposer. Il n'y a pas que des points négatifs et les personnes que j'ai pu rencontrer insistent aussi souvent sur les aspects positifs, toute la richesse qu'ils ont tirée de cette expérience et qu'ils continuent à vivre. Alors, il y a notamment le fait que souvent, c'est des personnes qui ont développé une autonomie, une flexibilité qui est extrêmement importante par la force des choses. Ils ont acquis cette autonomie très tôt. Une grande sœur m'avait dit, mais je m'étais pas rendu compte moi-même que j'étais si autonome. C'est en rentrant dans la vie active que je me suis rendu compte qu'il y avait un décalage entre moi et mes collègues parce que ben voilà, moi j'étais très très vite très autonome dans le démarrage de sa vie professionnelle
alors qu'elle voyait que les autres n'avaient pas du tout évolué et grandi au même rythme. Donc, cette autonomie, ça peut être un atout important. Et puis aussi, et je dirais surtout, on retrouve chez ses frères et sœurs souvent une grande intelligence émotionnelle. C'est des personnes qui ont été habituées finalement à être beaucoup à l'écoute de l'autre, qui ont beaucoup observé, parce qu'on sait que quand on vit avec une personne autiste, on peut être très souvent dans un état, enfin, d'hypervigilance, donc observer comment l'autre est, dans quel voilà, donc dans quelle situation, enfin dans quel état émotionnel il est, etc. Donc il y a cette capacité d'observation, puis il y a aussi la capacité à se mettre à la place de l'autre et une empathie qui se développe fortement chez ces personnes. J'avais interviewé j'ai fait un épisode avec Mayra, qui est là aussi une personne, une grande sœur d'une jeune femme autiste, et qui m'avait dit, mais c'est une richesse d'avoir une petite sœur, enfin à l'époque c'était une enfant, mais d'avoir une sœur autiste. Si j'avais pas grandi à côté de ma sœur, je serais quelqu'un de lambda complètement ordinaire. Et elle me disait que elle, pour elle, c'est une richesse et c'est ce qui lui a donné une soif de justice énorme, une très grande empathie et puis une volonté aussi de se battre pour faire une place à ces personnes qui sont pas dans le moule. Donc, il faut aussi, je pense, dans l'accompagnement, ne pas oublier ça et parfois le rappeler. Alors, il ne s'agit pas de dire, euh, tu sais, tu as de la chance hein, d'avoir un frère ou une sœur autiste, parce que je pense que voilà, c'est pas si simple que ça. Mais en tout cas, mettre en lumière aussi les compétences en quelque sorte et les choses que ça a pu, la richesse que ça a pu développer dans la construction d'une personnalité, d'une identité, c'est aussi des choses qu'il faut faire. Et c'est quelque chose que l'on constate beaucoup aussi dès l'enfance, enfin chez les petits là, ou les adolescents, en tout cas ce que tu évoques, on le voit tout de suite au niveau de l'impact. Et pour compléter là au niveau des messages entendus dans l'enfance, par rapport qui déterminent, enfin qui influencent sur le rapport à soi et aux autres, ce que je trouve intéressant à ce niveau-là, c'est de pouvoir aller voir du côté des drivers. Les drivers, en fait, c'est des messages, enfin des conduites qu'on a, des comportements qu'on a et et qui sont liés justement à des messages qu'on a entendus dans l'enfance. Et par exemple, eh ben, il y a les drivers fais plaisir, sois fort, fais des efforts, sois parfaite, dépêche-toi. Et c'est des petites phrases comme ça qu'on a pu entendre, comme par exemple, bah, tiens, sois gentil, va aider ton frère, fais des efforts, ou même si parfois c'est pas volontairement donné, c'est pas négatif, hein, mais tous ces messages-là construisent la représentation euh, qu'on a et impactent dans la vie adulte. Alors, il y a des phases dans cette vie d'adulte qui remettent encore plus enfin, pendant lesquelles on se sent un petit peu rattrapé par l'autisme. Les personnes que j'ai pu rencontrer, les frères et les sœurs, me disaient qu'il y avait notamment le moment du départ de la maison, qui est un moment particulièrement délicat parce que parfois, pour beaucoup, c'est un besoin, il y a un besoin impérieux de partir. Dans les personnes que j'ai pu rencontrer, il y en a beaucoup qui sont partis faire leurs études ou même qui ont pris un premier job assez loin de leur domicile initial. Donc, euh, voilà, il y a à la fois ce besoin, c'est une nécessité de partir, je dirais peut-être plus tôt que les autres jeunes du même âge, mais il y a aussi une très grande culpabilité et très souvent ils m'ont parlé de l'impression d'abandonner d'une part leur frère ou leur sœur, mais aussi leurs parents qui évidemment continuent à s'occuper de ce frère ou de cette sœur. Donc ça, c'est des moments où voilà peut-être c'est des moments de plus grande fragilité où cet impact de l'autisme il va être plus fort. On voit que l'influence enfin, de ce statut, il se joue aussi à différentes périodes, par exemple dans la vie affective, dans le fait de faire sa vie d'adulte, de se marier, d'avoir des enfants. Là aussi, il peut y avoir à la fois la joie de faire sa vie et puis la tristesse et une pointe de culpabilité de savoir que son frère ou sa sœur pourra pas forcément le faire. Euh, il y a aussi des choses positives. Je discutais avec
une jeune femme qui est devenue maman et qui me disait qu'en fait, elle avait l'impression d'être une meilleure maman et d'être de meilleurs parents parce qu'elle avait, contrairement aux jeunes parents qui sont souvent dans un modèle assez normé, qui ont une vision très classique de ce que c'est que l'éducation, ce que c'est que le développement d'un enfant. Elle, en ayant vécu aux côtés d'un enfant neuroatypique, aux côtés de sa sœur, elle se rendait compte que même si elle avait des enfants neurotypiques, elle n'était pas du tout dans le même moule social de à tel âge, elle doit faire ça, et puis l'éducation, c'est comme ça, et puis bon. Et elle me disait qu'elle pensait vraiment être une meilleure maman grâce à sa sœur autiste qui l'avait finalement sortie de ce moule et de ce carcan dans lequel peuvent se retrouver beaucoup de jeunes parents. Alors, est-ce que ça a une influence sur les parcours professionnels? Je ne sais pas s'il y a une règle ou j'ai pas un échantillon suffisamment représentatif pour le dire, mais c'est vrai on retrouve souvent des frères et des sœurs de personnes autistes ou en situation de handicap, hein, c'est pas propre à l'autisme. On en retrouve souvent dans des professions liées aux soins. Beaucoup certains vont se tourner vers des études de médecine. Dans les personnes que j'ai rencontrées, il y avait des jeunes qui s'orientaient vers des études d'orthophoniste. Donc voilà, tout ce qui est les métiers du soin, on en retrouve pas mal et je pense que c'est pas par hasard. D'autres, dans les personnes que j'ai rencontrées, au contraire, m'ont dit non, moi je fais du marketing et c'est très bien comme ça, j'ai donné, je veux plus être dans une profession où je dois m'occuper des autres. Donc c'est aussi, voilà, il y a pas du coup de corrélation euh, absolue, mais là encore, on voit que le fait d'avoir été frère ou sœur d'une personne autiste, c'est pas sans conséquence sur les choix professionnels. Soit ça va avoir un côté un peu incitatif pour aller vers des professions en lien avec le soin, soit au contraire, on choisit d'être dans des professions où il faut pas trop nous en demander sur le plan de prendre en charge et être responsable d'autres personnes. Alors, parfois, il y a aussi des choses où on est rattrapé, entre guillemets, par l'autisme. Je pense donc à cette grande sœur, Mayra, avec qui j'avais fait un épisode, qui s'est orientée vers des études de graphisme et donc qui est devenue graphiste, donc rien à voir a priori avec l'autisme, et puis quand même qui se retrouve plusieurs années à avoir démarré sa vie professionnelle dans une start-up qui fait des applications pour enfants autistes. Donc, là aussi, on peut être rattrapé par tout ça. Et bien sûr, c'est là aussi une richesse de parcours. Un des points qui revient évidemment dans les discours de ses frères et sœurs, c'est l'angoisse de l'après. Et cette angoisse de qu'est-ce qui va se passer quand mes parents seront plus là? Est-ce que je vais devoir m'occuper de mon frère ou de ma sœur? Comment? Alors, on va en parler avec Adrien, mais ce qui m'a beaucoup marqué dans les échanges que j'ai pu avoir avec ses frères et sœurs, c'est que cette angoisse, parfois, elle est présente dès l'enfance. C'est quelque chose qui est, je dirais, omniprésent. Alors évidemment, je pense, enfin, il n'y pense pas forcément tous les jours et je le souhaite, mais en tout cas, c'est là en filigrane euh, et, euh, et avec le fait de ne pas forcément pouvoir en parler dans sa famille à ses parents parce que ben c'est pas évident d'aborder ce sujet-là du décès de ses propres parents d'une part et en plus de son rapport à la prise en charge de son frère ou de sa sœur à ce moment-là. Je sais pas Céline si c'est des choses sur lesquelles Oui, mais je me disais peut-être qu'on pourrait le voir dans la slide après le témoignage de Mathieu au ok, niveau des pistes d'accord, d'accompagnement. Je reviendrai dessus. ok. Alors effectivement Mathieu a bien voulu apporter son témoignage qui est très intéressant en tant que, non pas grand frère, alors plutôt jeune frère d'un jeune homme autiste. Est-ce que Oui, Mathieu, vous pouvez nous dire un petit peu, ben, peut-être, voilà, qui vous êtes et quel est ce frère et puis comment vous avez vécu? ouais, c'est à moi. Merci beaucoup pour l'opportunité. Alors effectivement, moi je suis
le petit frère d'un adulte qui a 3 ans de plus, qui est autiste, alors plutôt Asperger, qui a été diagnostiqué avec une dyspraxie quand il était jeune, et c'est un peu le diagnostic qui a occulté tout le reste, ce qui fait que son diagnostic autisme a été posé très tardivement, à l'âge adulte. Donc les clés de compréhension d'une partie de son comportement ne sont arrivées qu'assez tard, et avec un repli autistique qui s'est plutôt manifesté lors de l'adolescence. Donc c'est vrai, ce que je vais dire est évidemment en résonance avec ce que vous avez déjà pu évoquer les uns les autres, mais on est un peu, en tant que frère ou sœur, pris en tenaille dans un double mouvement. À la fois, il y a cette perception très claire que l'environnement familial est déjà assez lourd, assez saturé. Donc, comme on l'a dit, ce sentiment que c'est pas la peine d'en rajouter, que voilà, est déjà suffisamment, que l'espace est déjà suffisamment saturé comme ça. Donc, ce qui amène à un peu s'effacer, à ne pas s'exprimer et finalement à se couper de soi, de ses besoins et de ses émotions. Et à ce mouvement-là vient, à l'inverse, le fait de se projeter beaucoup vers l'autre, vers le frère, vers les parents. On peut presque se sentir comme coparents parfois, avec un sentiment de responsabilité qui du coup est assez exacerbé, assez précoce. Et parfois, justement, ce sentiment-là, il s'étend aux autres, au monde, et c'est là où on peut retrouver des motivations dans certains parcours. Donc, il y a à la fois ce côté, on se coupe un peu de soi, on ne veut pas prendre trop de place, et à la fois, on se dédie à cet environnement, aux besoins du frère ou de la sœur, et à ce qu'on entend de la part des parents. Donc ça, c'est évidemment pas neutre. Moi, je pense que ça peut avoir effectivement un certain nombre de risques pour le frère ou la sœur. Témoigne à titre personnel, chacun évidemment réagit de manière différente, mais il y a ce risque d'anxiété, de trouble anxieux, d'avoir été exposé comme ça, jeune, à une certaine responsabilité, à un climat familial qui de fait était assez anxiogène, et en tant que frère ou sœur en plus très à l'écoute, on est vraiment comme une éponge de tout ça. C'est quelque chose qui revient assez souvent, donc on absorbe ça, et dans certains comportements, certains parcours de personnes autistes, il peut y avoir quand même de l'anxiété du frère ou de la sœur, voire des dépressions. Il y a parfois de la violence, aussi bien on est témoin du harcèlement scolaire, dont peut être victime le frère ou la sœur, des propos sur le suicide. Enfin, moi, c'est quelque chose dont mon frère parlait de manière très décomplexée, mais qui peut aussi heurter, voire parfois aussi des violences physiques dans certains comportements. Donc, tout ça crée un climat qui met un petit peu à fleur de peau, et peut construire des schémas qui derrière sont importants à identifier pour pas qu'on en soit prisonnier dans son parcours adulte. Moi, je pense que le démarrage de la vie professionnelle est un moment assez clé pour voir un petit peu où on se retrouve un peu face à soi, et à se dire et à détecter comme ça des choses qui en fait se sont installés plus jeunes. Moi, sur le plan professionnel, ça a été une certaine colère vis-à-vis des managers, donc des personnes en situation de responsabilité, que je percevais comme défaillants, pas à la hauteur, ou ne faisant pas ce qu'il faut. Donc là, on sentait. Et il a fallu un moment pour comprendre un peu le parallèle qui a pu s'instaurer avec ce que j'avais pu, moi, percevoir en tant qu'enfant vis-à-vis de mes parents. Et je pense que ça peut aussi, c'est des attitudes qui peuvent aussi faciliter des épuisements professionnels, parce qu'il y a aussi des frères et des sœurs qui ont appris très jeune un comportement quasi sacrificiel, et dans le monde du travail, c'est des choses qui peuvent être à risque aussi, de s'oublier, de ne pas savoir poser la limite, et finalement facilement aller vers les burn-out. Donc ça dépend des personnes, bien sûr, mais c'est un risque que j'identifie quand même comme étant assez prégnant. Et sur le plan affectif, le fait de pas, d'avoir eu du mal à identifier ses besoins, forcément dans une relation, c'est pas neutre. Moi, dans mon cas, le repli autistique de mon frère est arrivé plutôt vers l'adolescence, donc c'est quand même l'expérience d'une perte de lien affectif assez fort, qui n'est pas neutre évidemment dans les relations affectives qu'on peut avoir à renouer par la suite. Donc c'est important de l'identifier aussi pour ne pas retomber ne pas rester prisonnier de ces schémas-là, aussi bien sur le plan professionnel qu'affectif.
Après, on l'a dit, c'est évidemment une richesse, et je suis le premier à le dire. Moi, genre, de manière un peu anecdotique, mais déjà, l'autisme de mon frère a été une vraie contribution à mon parcours scolaire, puisqu'il avait, par exemple, selon ses intérêts spécifiques, moi, un intérêt très prononcé pour la grammaire. Il apprenait le dictionnaire des noms propres par cœur, avec retenir toutes les dates, ou encore, à un moment donné, il a voulu acheter absolument tous les classiques de la littérature française. Bon, j'avais de bonnes notes en français et en histoire, puisque du coup, c'était une mise à disposition de ces ressources-là faciles. Voilà. Après, c'est une intelligence émotionnelle, c'est sûr, d'avoir eu à lire, pour s'adapter effectivement à ce climat-là, à lire et à comprendre les émotions et les comportements des uns et des autres. Et on se rend compte, moi c'est quelque chose qui évidemment quand on l'a acquis à l'enfance paraît naturel, mais je réalise à l'âge adulte que c'est une vraie compétence et qu'en fait il n'y a pas tant que ça de gens qui possèdent cette compétence-là, donc on peut quand même le souligner. Et alors, comme le disait Stéphanie, là, ça dépend des parcours. Moi, je pense que ça a quand même forgé une certaine empathie, un intérêt pour les autres, pour la chose publique, tolérance vis-à-vis de la différence. Et je trouve que c'est quand même un facteur d'épanouissement personnel voilà, dans la manière de conduire sa vie. Je pense que ça la rend personnellement plus intéressant. Après, chacun trouve son compte dans ses parcours. On parlait tout à l'heure de marketing. Je pense que pour être bon en marketing, il faut quand même avoir une certaine intelligence émotionnelle aussi. Donc parfois, on peut se retrouver à s'orienter vers les compétences qu'on a pu développer aussi dans l'enfance. Et après, je pense qu'on va en reparler, mais dans ce qu'il est important pour pas subir cette situation, prévenir ces différents risques-là, et puis tirer parti des opportunités, si on peut en parler comme ça. Il y a effectivement, comme vous l'avez dit, ces espaces de répit, ces moments où on est juste un enfant. Moi, je sais que certains après-midi avec les grands-parents, seuls avec les grands-parents, où on est du coup juste un enfant, ont été vraiment salvateurs et restent vraiment ancrés comme des souvenirs très forts. Donc, si on a la chance d'avoir des grands-parents qui peuvent parfois assurer la garde, ça peut être bien de se dire, en fait, il y a juste le frère ou la sœur et on n'est pas tout le temps ensemble. Je pense que c'est important aussi que les parents aillent vers, et effectivement, au-delà du masque de tout va bien, qui n'est souvent, qui est souvent qu'un masque, être en capacité de lier un dialogue parce que, et d'inviter à se confier. Et puis après, bien sûr, il y a des accompagnements individuels ou collectifs auxquels moi, à titre personnel, j'ai eu recours et qui m'ont fait beaucoup de bien, ce qui m'amène à en parler un peu plus librement et un peu plus à l'aise aujourd'hui, mais je pense qu'on va revenir dessus, Céline ou Stéphanie. Merci beaucoup, Mathieu, pour cette vision voilà, un peu globale, en tout cas, de ce parcours et puis de là où vous en êtes aujourd'hui. Alors, effectivement, les pistes d'accompagnement à l'âge adulte, avec Céline, on voulait, Stéphanie, ça résonne un petit peu. ce qu'on a évoqué, ce qu'évoquait Mathieu, avoir un espace de parole. Stéphanie, est-ce que tu nous entends? Ça peut être avec des pairs ou ça peut être lors d'un travail individuel. Il y a des groupes de fratrie adultes qui sont en train de se créer, notamment dans certains centres de ressources autisme. Et c'est vrai que c'est toujours des espaces intéressants parce que ce soit à l'âge adulte ou à l'âge ou en tant qu'enfant, souvent on a l'impression d'être le seul à vivre cette situation et c'est toujours très porteur et très soutenant de pouvoir se retrouver avec des pairs. Apprendre à s'autoriser, à prendre soin de soi. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire et c'est un travail qui ne se fait pas en un jour, mais on a vu que le fait apprendre à se reconnecter à ses besoins et à savoir de quoi on a envie soi-même sans être dans une injonction qui vient de l'extérieur, c'est un point important. Je vais assez rapidement parce que Céline, peut-être tu vas compléter. Impliquer les frères et les sœurs dans les décisions qui concernent le frère ou la sœur TSA, ça, c'est quelque chose qu'on a pu entendre dans certains témoignages. C'est de toute façon, le frère ou la sœur va être impacté par les décisions qui seront prises. Donc, c'est souvent mieux de pouvoir en parler de façon plus collégiale au sein de la famille et de les faire participer quand ils le souhaitent. Et puis, comme le disait Mathieu, ou comme on l'a évoqué également, préserver des moments dans la famille où l'autisme est mis de côté. Donc voilà, ça c'est ce fait d'avoir un espace qui n'est pas complètement
envahi tout le temps par ce sujet-là. Je crois que Céline, tu avais des Ouais, je observations. vais compléter, surtout par rapport à ce que tu viens de dire, Mathieu, parce que je trouve que ton témoignage est très riche. Et effectivement, quand c'est une richesse et que ça apporte plein de choses, il y a tout cet aspect positif. Et on le vit bien et on vit avec et on évolue avec. Et ce qui me semble important, c'est quand on ne vit pas bien, justement, de se poser des questions, qu'est-ce que je veux en faire de ce passé, de cette évolution que j'ai eue avec mon frère ou ma sœur, avec un TSA. Et c'est effectivement de pouvoir se faire accompagner, alors en groupe ou en travail individuel. Euh, et le groupe, par exemple, au niveau des enfants, ce que je constate, c'est qu'ils apprécient le fait de pouvoir échanger avec des personnes qui sont comme elles. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui ont pu exprimer le fait de dire bah, mes copains, mes copines, ils me comprennent, mais ils vivent pas la même chose que moi. Et cette reconnaissance entre pairs de choses qu'on a vécues, enfin, l'être humain, ça lui fait du bien, en fait. C'est pas orienté que pour les adultes ayant un frère ou une sœur avec un TSA, mais en tout cas, cette connexion avec les autres, elle me semble importante. Et sur la question de l'autorisation, il y a l'autorisation à prendre soin de soi, mais c'est pas que prendre soin de soi, et c'est comment prendre soin de soi. Et effectivement, c'est le fait de pouvoir être soi-même et d'être réellement soi quand on a justement laissé de côté ses besoins, ses désirs, poser ses limites étant jeune. C'est ce que tu évoquais, Mathieu, en tant qu'adulte, parfois ça peut être plus compliqué. Et c'est justement à comprendre sur quoi on peut s'autoriser à être soi, à faire sa vie, à être une personne neurotypique aussi, parce que pour certaines personnes, ça peut ne pas être facile de vivre le handicap de son frère ou de sa sœur et de pas être avec un handicap. Donc pour certains, ça peut être le cas, de s'autoriser à faire sa vie comme on le souhaite. Il y a cette question d'autorisation. Euh, et puis, quand on choisit d'accompagner son frère ou sa sœur, c'est aussi de s'autoriser à déléguer, à pouvoir organiser aussi ça et de pas tout porter ou de ne pas porter du tout si on n'a pas envie. Ça me semble aussi être important d'être connecté à ses envies et ses possibilités, d'avoir du répit, ça on l'a dit, et de pouvoir exprimer ses émotions aussi. Et aussi, je dirais, de pouvoir exprimer ses émotions quand on n'a pas pu le faire dans un espace thérapeutique ou de groupe, mais on peut aussi s'autoriser à l'évoquer avec ses parents. Alors le but, c'est pas d'être dans une optique de, d'accusation ou autre, mais juste de dire comment on l'a vécu. Ça fait du bien aussi parce que ça permet de créer du lien, de la communication au sein de la famille et de pouvoir poser ses limites aussi. Ça, c'est la question de s'autoriser à poser les limites, ça me semble important. Sur l'implication, pour moi, ça fait aussi référence à la communication qu'il y a au sein de la famille, entre les membres de la famille, avec le frère ou la sœur, avec un TSA. Et ça peut être, ça me semble important. Et de pouvoir prendre les décisions ensemble, avec les parents, avec le frère ou la sœur, avec le TSA, pour pouvoir que chacun puisse évoquer ce qui lui semble important. Et tout à l'heure, on parlait de l'après. Et l'après, comme la question du deuil, c'est une question qui est très taboue dans notre culture. Et ça me semble quelque chose qui est très, très important parce que tout ce qui va être en lien avec l'angoisse ou la peur, c'est souvent des choses qu'on projette et qui n'arrivent pas forcément. Bon, la mort, ça va forcément arriver, mais le fait de pouvoir en parler et de pouvoir en parler avant, en prenant du recul, en préparant les choses, ça permet de diminuer l'angoisse et la peur. Et ça me semble un élément important de pouvoir préparer ça. Et puis les bons moments, oui, je rejoins la nécessité d'avoir des moments avec les parents, avec les grands-parents ou avec d'autres dans d'autres lieux, mais en tout cas d'avoir ces moments à soi, qu'on soit enfant, ado ou adulte, parce que la présence du TSA, elle est là tout au long de la vie de la famille, et ça me semble être un élément important. Et comme on l'a dit aussi, c'est de pouvoir mettre l'accent sur prendre conscience de son mode de fonctionnement, en quoi c'est un avantage ou un inconvénient, et puis de connaître ses valeurs, ses désirs, ses besoins, ses limites, de pouvoir mettre l'accent à tous ces niveaux-là. Alors, être frère être frère ou sœur d'une personne autiste, c'est aussi être confronté à beaucoup de questions juridiques ou parfois administratives. C'est ce qu'on va voir également avec Adrien parce qu'il y a des vraies questions et problématiques qui sont liées à ces aspects-là. Adrien, voilà, Je suis avec vous. on te passe le relais sur ces Merci. sujets ardus. Merci beaucoup.
J'ai toujours pas la main sur le PowerPoint par contre, donc je veux bien qu'on avance ma slide. De mes recherches, j'ai pu redécouvrir, et en tout cas qu'il n'y a pas d'obligation juridique entre frères et sœurs. Il est important en tout cas de rappeler que chacun est libre de faire ses choix et que certains frères ou sœurs auront envie de s'impliquer dans le projet de son proche ou pas, sans qu'il y ait nécessité d'obligation. Ce rapport juridique obligatoire existe entre les parents et les enfants, évidemment, et entre les ascendants et descendants quand on bascule dans le champ des adultes. Cependant, s'il n'y a pas d'obligation à s'occuper éventuellement de questionnements sur des pensions alimentaires ou ce type d'obligations, il y a quand même des obligations naturelles que le droit va reconnaître concernant l'assistance et le secours. Je ne rentrerai pas plus dans le détail, c'est des questions assez complexes, mais ça ne dédouane pas de certaines obligations juridiques s'il n'y a pas d'obligation entre les frères et les sœurs. Simplement, les parents peuvent prendre un certain nombre de mesures en concertation avec la fratrie, et que ce soit pour des questions plus personnelles, affectives, mais aussi juridiques. Évidemment, plus il y aura de discussions au sein et avec tous les membres de la famille, plus chacun pourra faire ses choix et que la trajectoire de chacun s'avérera des plus positives. Slide suivante, oui. Les mesures de protection des majeurs vulnérables qu'on connaît, curatelle, tutelle, habilitation familiale, pour rappel, elles ont but d'assurer la sécurité et le bien-être de son proche, proche qui se retrouve en difficulté à gérer certaines tâches administratives et ou juridiques et financières. L'aide peut être partielle, on peut avoir une représentation sur une partie des actes, ou avoir, donc c'est plutôt la curatelle, ou alors avoir une protection complète qui va de la tutelle renforcée. Tout ça pour vous dire qu'il y a un spectre des protections juridiques qui vont de mesures simples à des mesures plus restrictives en termes de représentation. Pour mettre en place une mesure, simplement, il faut rappeler que c'est une décision judiciaire qui fait l'objet d'une étude par le juge des tutelles. Et elle est toujours accompagnée d'une expertise médicale approfondie qui va permettre de déterminer les altérations des facultés mentales et ou physiques. Évidemment, on ne met pas n'importe qui, n'importe comment sous mesure de protection. Il y a aussi une validation médicale des déficits ou des difficultés de la personne concernée. Pour vous informer, vous pouvez prendre attache auprès des tribunaux. Ils peuvent être une première source d'information, d'avocats spécialisés. Il existe normalement partout sur le territoire français des points d'information, puisque les associations qui s'occupent des majeurs protégés ont normalement pour mission de donner de l'information. Et en général, ces points d'information sont vraiment destinés aux proches et ça peut être une vraie source d'échange afin que l'entourage puisse prendre les meilleures décisions en fonction des besoins de son proche, mais aussi de ses compétences. J'ai rajouté sur cette slide 2 liens. Vous retrouverez des informations sur le site de la Maison de l'Autisme, qui est extrêmement bien fait, et une ressource que moi j'utilise plus spécifiquement dans le cadre de mon activité, qui est le site du CREI Hauts-de-France, qui a créé vraiment des pages spécifiques sur la protection juridique, avec énormément de fiches d'informations qui sont aussi extrêmement bien faites et qui permet à chacun d'aller prendre de l'information, toujours dans l'idée de prendre les meilleures décisions pour son proche et que ça soit discuté dans la famille. Je repasse la main, je vois que le temps file. Merci beaucoup, Adrien. Oui, en effet, le temps file. Merci beaucoup, Adrien, pour cette intervention. Nous vous avons mis certaines ressources que vous trouverez sur cette slide, avec notamment des épisodes du podcast Tous pareils ou presque, voilà, avec des témoignages tous plus riches les uns que les autres. L'ouvrage Mon frère est un extraterrestre de Florent Bénard. Et n'hésitez pas à consulter Doc Autisme. J'en profite par ailleurs pour largement féliciter les documentalistes des CRA pour l'ensemble des ressources qui sont mises sur Doc Autisme. Voilà, n'hésitez pas à vous connecter sur ce site qui est très, très riche.
Alors, il nous reste 10 petites minutes. On a quelques questions. Alors, je vais donner une première question à Céline. Quand les fratries adultes sont elles-mêmes autistes et que le diagnostic tardif d'un frère ou sœur vient percuter les autres dans leur propre vécu, comment apaiser et amener chacun sereinement au diagnostic? Pour répondre à cette question, là, moi, je conseillerais plutôt de l'accompagnement individuel, de manière à ce que chaque personne déjà soit plus apaisée par rapport au diagnostic. Parce que pour accompagner beaucoup d'adultes ayant un diagnostic tardif, je vois les implications que ça a, surtout au niveau professionnel, enfin au niveau de la famille ou autre. Donc, moi, ça me semblerait plutôt de passer par un accompagnement individuel. Et puis aussi d'avoir des espaces après pour échanger entre personnes, et notamment les ateliers discutons du CRAIF. Je trouve que c'est une bonne option aussi à ce niveau-là. Merci, Céline. Une deuxième question, Céline. Bonjour à l'adolescence. Est-ce que le frère-sœur ne peut-il pas exploser? Je le vis avec ma deuxième depuis toujours discrète, alors que son grand frère TSA Asperger de 17 ans va mieux, une forme de vase communicant. Il faudrait que j'ai un peu plus d'éléments par rapport à cette situation, donc je ne vais pas répondre à cette situation spécifique, mais de manière Oui, Céline. globale, euh, pour moi, ça passe toujours par l'échange et d'avoir des temps. Donc, ça va être d'essayer au maximum d'échanger, de discuter, parce qu'on peut avoir certaines injonctions comme ça, ou comme je parlais tout à l'heure des drivers, où on a l'impression qu'on ne peut pas parler, on ne peut pas s'autoriser à parler, parce qu'effectivement, on ne veut pas faire subir plus aux parents ou autres. Et pour moi, ça passe vraiment par la communication, d'échanger avec l'adolescent, savoir où est-ce qu'il en est, comment ça va, et s'il veut pas en parler avec les parents, parce que c'est une période où l'adolescent a plutôt envie de mettre à distance la famille, qui est normal, hein, parce qu'il est dans un processus d'individuation, bah, pourquoi pas de proposer un professionnel qu'il pourrait rencontrer, ou des groupes fratries, parce qu'il en existe aussi pour... euh, par exemple, moi j'ai monté des groupes fratries aussi bien pour les enfants que pour les adolescents, mais il y avait le CRAIF aussi qui proposait des groupes fratries pour les ados, donc ça peut être un bon moyen. Merci beaucoup, Céline. Une question pour Adrien. À quel âge faut-il se soucier de la mise en place d'une tutelle curatelle? Alors, c'est pas tant une question d'âge, puisque de toute façon, ce sont des mesures pour adultes. Donc, ce sont des décisions qui seront à prendre à la majorité de la personne concernée. On sait que dans l'autisme, il peut y avoir des évolutions positives et des régressions. Je crois que le facteur déterminant, ça sera la capacité de la personne à réaliser certaines tâches administratives et juridiques. Prenons un exemple tout bête, la gestion de son argent. À partir du moment où on voit que les difficultés sont trop importantes, c'est à ce moment-là qu'il faut commencer peut-être à prendre de l'information. Sachant que dans les mesures, la plus simple, c'est l'habilitation familiale. C'est ce que font beaucoup de familles. C'est simplement la famille qui va donc représenter son proche. C'est une mesure qui est relativement rapide et qui permet quand même de prendre la main sur certaines choses pour lesquelles la personne serait en difficulté. L'avantage de l'habilitation familiale, c'est qu'on n'a pas besoin de rendre des comptes aux juges, puisque les juges aussi sont tenus informés de toutes les situations très régulièrement. Et si jamais le proche qui s'occupe de son frère ou sœur ou même les parents en situation de handicap, en cas de difficulté aussi pour le proche aidant, le juge pourra regarder à nouveau la situation et peut-être prendre de nouvelles mesures, soit plus restrictives, soit éventuellement déléguer la représentation à une association gestionnaire. Donc c'est vraiment la situation et le parcours qui doit être déterminant, sachant que c'est à la majorité que les questions doivent se poser, évidemment. Merci beaucoup, Adrien. Et enfin, on a une petite minute pour répondre à une dernière question. Je pense que vous quatre, Adrien, Mathieu, Céline et Stéphanie, pourront apporter des petits éléments. Quels conseils pouvez-vous donner à des sœurs et frères qui n'ont pas pu participer à des groupes de parole ou similaires? Quels outils, quel type d'accompagnement sont préconisés? Céline, je te laisse peut-être commencer. D'accord. Moi, je recommanderais un accompagnement individuel dans ces cas-là, parce que je trouve que c'est un bon espace justement pour pouvoir repenser sa vie passée et d'avoir après
des pistes sur comment faire avec ça. Parce que moi, j'ai la casquette psychologue et coach et j'aime bien ce côté de justement on va voir le passé, mais c'est aussi ici et maintenant et en perspective de l'avenir et comment faire dans les difficultés rencontrées au quotidien, mais surtout trouver des pistes de solutions et d'action, de retrouver son pouvoir d'agir. Je laisse compléter mes collègues. Merci Céline. Bah, Mathieu? oui, moi je dirais pareil. Effectivement, à titre personnel, j'ai fait une psychothérapie individuelle pendant plusieurs années. Et au terme de ça, j'ai ressenti le besoin d'aller vers les groupes de fratrie et effectivement d'avoir un dispositif plus collectif, ce qui apportait quelque chose de complètement, oui, d'assez différent. Mais je pense pas que ce soit. Enfin, je pense que les deux sont complémentaires et que de toute façon, ça reste en première intention, j'allais dire, si la personne en ressent le besoin, le plus adapté, déjà, c'est un espace à soi. Et ensuite, avoir la reconnaissance des pairs, ça apporte autre chose, je crois, dans son parcours. Donc, pareil. Merci. Adrien, tu souhaitais compléter? Oui, je me permets de rajouter un tout petit point, c'est qu'il est important aussi de pouvoir interpeller les centres ressources autisme, qui vont être un peu un premier lieu d'écoute, d'information et d'orientation, pour pouvoir aussi être guidés vers des professionnels qui ont une certaine connaissance aussi de ce que c'est que l'autisme. C'est parfois d'importance pour les proches et de pouvoir franchir cette première étape de contacter les permanences et les interlocuteurs locaux des centres ressources autisme. Il y a aussi des associations qui existent pour les jeunes aidants. Il y a donc des associations pour les jeunes aidants, comme la Pause Brindille, comme l'association JAD, qui peuvent être des lieux, voilà, qui sont pas forcément des groupes de fratrie, mais qui peuvent être des lieux où, là encore, on rencontre des gens qui vivent des situations similaires, même si c'est pas exactement la même chose. Et ça peut faire aussi, ça peut être un espace où on vide un petit peu son sac. Je me permets de compléter aussi les propos de Stéphanie. On a une ressource très intéressante à travers le chat notamment. Il existe le collectif Fraction, qui est le successeur de l'association des frères et sœurs du handicap mental. Et c'est un réseau de fratries concernées, alors plutôt fratries adultes, qui favorise l'entraide, l'écoute. Il y a des rencontres sur Zoom notamment, un accès à des conseils juridiques, et puis il y a des interventions parfois dans des familles, dans des colloques, des recueils de témoignages. Voilà, donc ils sont le collectif Fraction, Fractions, comme une fraction, est présent sur Facebook, LinkedIn, Instagram. Et il est joignable par mail. On vous remettra, si ça vous convient, le mail pour rejoindre ce collectif Fraction. Voilà. Alors malheureusement, nous allons devoir conclure ce webinaire. Je vous remercie encore une fois tous les quatre, Céline, Mathieu, Adrien et Stéphanie, pour vos interventions de qualité et puis pour avoir joué le jeu malgré les petits soucis techniques qui ont en effet tout fonctionné pendant la répétition. Bon voilà, c'est les aléas du direct. Voilà, en tout cas, un grand merci à tous les quatre. Je vous remercie aussi vous toutes et tous qui avez participé à ce webinaire. N'hésitez pas à aller rechercher des ressources au travers du site du GNCRA, de la Maison de l'Autisme, contacter les CRA de vos territoires. Et puis bien sûr, nous contacter en direct par mail. Le replay de ce webinaire sera disponible sur le site du campus du GNCRA sous quelques jours. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire sur campus. Vous y trouverez par ailleurs d'anciens webinaires mis à disposition sur le site. Et puis, restez bien connectés sur nos réseaux sociaux car nous avons projeté plusieurs webinaires à venir, notamment sur le parcours universitaire en lien avec Atipi Friendly. Voilà. Nous restons à votre disposition et je vous remercie encore une fois toutes et tous et les intervenants pour ce moment passé ensemble. Je vous souhaite une très bonne journée.